Quelque part dans l'océan, un bateau de pêche traverse une mauvaise passe. L'un des membres de l'équipage, un garçon de seulement 14 ans, est forcé de travailler là-bas parce que ses parents, des gens horribles, refusaient de le soutenir. Une terrible tempête frappe la zone, et les poissons commencent à tomber de leurs conteneurs, semant le chaos. Le garçon tente d'en retenir quelques-uns, mais au milieu de cette pluie de poissons, le temps s'arrête. Enveloppé dans une sensation terrifiante, il aperçoit une figure mystérieuse qui l'attache et lui appose un seau de vendu. Ensuite, le temps reprend son cours comme si rien ne s'était passé, mais le garçon disparaît du bateau. Peu après, il se retrouve flottant dans un monde sombre et effrayant, se demandant où il se trouve. L'être inconnu lui répond qu'il est dans le monde inférieur, où résident les démons. La créature démoniaque se présente sous le nom de Sullivan et lui révèle que ses propres parents ont vendu son âme. Effrayé, le garçon se débat en pensant aux atrocités qu'il pourrait subir. Mais en arrivant au château de Sullivan, il réalise que la situation est bien différente de ce qu'il imaginait. Il est placé sur un trône, et Sullivan lui propose un souhait inattendu, devenir son petit-fils. Sullivan confie que c'était son rêve de toujours, jalousant ses amis ayant déjà des petits-enfants. Le garçon demande s'il a vraiment le choix d'accepter ou non, et la créature lui répond qu'il ne le forcera en rien, car c'est lui qui décide. Ce moment révèle que le protagoniste est une personne fondamentalement gentille, qui n'a jamais su dire non à personne. Le démon lui enseigne 3 mots qui permettent de faire exaucer tout vœu: s'il te plaît, aide-moi et je t'en supplie. Fidèle à son habitude de ne jamais refuser personne, le garçon accepte le contrat et devient officiellement le petit-fils de Sullivan. Rapidement, il reçoit une nouvelle chambre et un uniforme scolaire. Sullivan lui explique que, n'ayant jamais eu la chance d'aller à l'école en raison de son enfance traumatique, il devra désormais fréquenter une école de démons. Sullivan vaporise ensuite un parfum sur lui signalant que s'il arrivait au collège avec une odeur humaine, il serait immédiatement dévoré. Ce parfum le protégera de cette menace. À la fin de la conversation, Sullivan révèle qu'il l'aurait mangé pour le dîner s'il avait refusé son offre. En quittant la chambre de son nouveau petit-fils, Sullivan lui recommande de dormir, car le lendemain marquera le jour de son admission au nouveau collège. En sortant, il est abordé par son serviteur Opéra, qui s'interroge sur son choix d'adopter un humain, alors qu'il aurait pu choisir n'importe quel démon. Sullivan lui répond mystérieusement qu'il comprendra bientôt les raisons de son choix. Le lendemain matin, le garçon prend une photo avec son grand-père devant l'école pour immortaliser cet instant. Après avoir dit au revoir, Sullivan laisse Opéra accompagner le jeune garçon jusqu'à l'entrée du collège, situé à l'issue d'une longue et sinistre vallée. Il se dirige ensuite vers l'auditorium où se déroule la cérémonie d'admission, alors que de nombreux élèves arrivent avec leurs ailes démoniaques. Les êtres du monde inférieur commencent à chanter l'hymne de l'école, exaltant l'honneur d'être un démon et affirmant que la seule utilité des humains est de servir de nourriture. À la fin, un bref discours est annoncé pour le directeur de l'école, admiré de tous comme le futur roi des démons. Malheureusement pour Hiruma, qui tentait de ne pas attirer l'attention, il découvre que son nouveau grand-père est en fait le directeur de l'école. Sullivan monte sur scène, annonçant qu'il a un nouveau petit-fils qui étudiera dans l'institution, exhibant fièrement une photo prise avec Hiruma le jour de sa première rentrée. Désormais, tout le monde sait que le nouveau venu est le petit-fils du directeur. Après cette annonce, les instructeurs introduisent le discours d'un représentant des nouveaux élèves, un prodige nommé Asmodée, idolâtré par tous. Hiruma se réjouit car l'attention se tourne enfin vers quelqu'un d'autre. Mais au moment où Asmodée s'approche de la scène, les instructeurs annoncent une erreur, ce n'est plus lui qui fera le discours, mais le petit-fils du directeur. Choqué, Hiruma se retrouve sur scène et découvre une lettre de Sullivan lui indiquant de lire exactement les mots inscrits. Ne comprenant pas, car ils sont en langue démoniaque, il prononce le discours, stupéfiant tout le monde avec des mots effrayants. À la fin, il est applaudi, un instructeur qualifiant le discours de dangereux et impressionnant. En demandant ce qu'il avait lu, Hiruma apprend qu'il s'agissait d'un puissant sortilège qui, mal récité, aurait pu faire exploser son corps. Il est déçu d'apprendre que le sort ne sert qu'à éviter de trébucher toute la journée. Alors qu'il descend de la scène, Hiruma est défié en duel par Asmodée, furieux d'avoir été éclipsé. Devant toute l'école, Asmodée lance de puissantes boules de feu qu'Hiruma esquive pendant 20 minutes. On comprend alors que cette incroyable capacité d'évitement provient de ses expériences passées, ayant survécu à ses parents cruels, il est devenu un maître pour esquiver tout ce qui est douloureux ou dangereux. Ses capacités de combat peuvent être faibles, mais sa défense est infaillible, ce qui impressionne tout le monde. Asmodée, frustré, décide alors d'utiliser ses arts martiaux, conjurant une épée de feu pour attaquer Hiruma. Mais Hiruma retourne l'attaque en utilisant la force d'Asmodée contre lui, provoquant une explosion et remportant le duel avec une prise spectaculaire, le German suplex. Tous les spectateurs sont impressionnés par sa performance. Plus tard, dans le bureau du directeur, Hiruma est terrifié par les événements de la journée, tandis que Sullivan est très fier de lui. Asmodée entre, s'incline devant Hiruma et lui jure fidélité. Il lui explique que, selon les règles, le perdant d'un duel devient le serviteur du gagnant, et il est maintenant prêt à aider Hiruma à gagner la loyauté de tous les élèves de l'école.
Le matin suivant, il se réveille, effrayé par un terrible rêve où il est vendu, enfant, par ses parents au roi des démons. Mais en ouvrant les yeux, il réalise que sa réalité n'est pas si éloignée de ses cauchemars. Son grand-père lui rappelle que c'est son premier jour de cours, la veille n'était que la cérémonie d'admission. À partir de ce jour, il devra suivre des cours. Un peu angoissé, il pense à expliquer à Sullivan qu'il ne veut pas aller à l'école, mais il n'ose finalement pas exprimer son opinion. Il prend son petit déjeuner et remarque que la nourriture est bien meilleure que celle du monde des humains. Ensuite, le démon montre à son petit-fils des fournitures scolaires incroyables qu'il a achetées, y compris un réveil infernal pour le réveiller tous les matins. En sortant de la maison pour se rendre à l'école, le garçon aperçoit une nuée d'élèves volant vers l'établissement. Hiruma tente de ne pas attirer l'attention, mais en arrivant, il croise Asmodée, qui, heureux de le voir, lui dit qu'il a attendu 6 heures pour son arrivée à l'école. Les deux prennent ensemble le chemin de leur salle de classe. Le protagoniste découvre qu'il fait partie du même groupe que son nouveau serviteur, Asmodée. Ce dernier explique que l'école divise les 163 élèves en plusieurs groupes et qu'ils auront un rituel d'invocation de familiers, une ancienne tradition où les étudiants invoquent une bête magique pour la soumettre à leur volonté. Le rang de l'élève sera déterminé par le monstre qu'il réussira à invoquer. Dans la salle des familiers, le professeur Naberius Kalego, qui est aussi conseiller scolaire, les évalue. Il a une présence intimidante et ressent de l'aversion pour Hiruma depuis le discours de la cérémonie, espérant que le garçon échoue au rituel. Il montre aux élèves un panneau expliquant les étapes de l'invocation, dessiner un cercle de sang, placer la feuille dans le cercle magique, et brûler la feuille pour que la fumée prenne forme et fasse apparaître le familier. Frustré par cette explication détaillée, le professeur détruit le panneau et ordonne aux élèves de faire la queue pour commencer le rituel. La majorité des élèves échouent, ne parvenant qu'à invoquer de petites créatures. Puis vient le tour d'Asmodée, qui dessine un cercle de sang et réussit à invoquer une immense et majestueuse serpent blanc avec des ailes démoniaques et une queue enflammée. Tout le monde est émerveillé, et le conseiller reconnaît l'animal comme un cobra gorgon, impressionné par l'extraordinaire lignée d'Asmodée. Ensuite, c'est au tour d'Hiruma, qui redoute l'échec, pensant qu'étant humain, il ne parviendra pas à invoquer un familier et sera ainsi expulsé de l'école pour retourner dans le monde humain. Mais en réalisant les étapes du rituel, il libère accidentellement un pouvoir immense. Quand la fumée se dissipe, tout le monde est choqué de voir que le novice a invoqué. Le professeur Kalego lui-même. Kalego, seulement partiellement invoqué, demande à Hiruma de l'aider à entrer entièrement dans le cercle, sans quoi son corps serait coupé en deux. Le protagoniste obéit, transformant ainsi Kalego en son propre familier, un petit oiseau démon incapable de voler correctement. Hiruma gagne l'admiration des élèves pour cet exploit inattendu. Kalego, furieux dans sa forme démoniaque, essaie d'attaquer le garçon, mais une barrière magique rouge l'en empêche, car les familiers doivent obéir à leur maître. Après cet événement tumultueux, Hiruma et son professeur se rendent dans le bureau du directeur, qui explique qu'un pacte d'invocation ne peut être annulé et que Kalego sera lié au garçon pendant 1 an. Kalego, résigné, retourne à sa routine scolaire. Hiruma, quant à lui, commence à attirer l'attention dans les couloirs de l'école, devenant rapidement une célébrité pour ne pas avoir de rang défini et pour avoir fait de son professeur son serviteur. Alors qu'il se promène dans le couloir, il croise une jeune fille démon qui sort de sa classe, renversant une pile de caisses. Elle se présente comme Clara, une fille excentrique et extravertie. Asmodée explique à Hiruma qu'elle est connue pour son comportement étrange et qu'elle n'a donc aucun ami. Un professeur qui passait par là remarque l'agitation des élèves autour des trois et les envoie dans la cour de l'école. Une fois arrivés, il voit Clara, la fille étrange, leur proposer de jouer avec ses nombreux jouets macabres et de participer à des jeux légèrement troublants. Elle demande ensuite à Hiruma d'imiter certaines choses, avec un s'il te plaît, elle réussit à le convaincre de faire tout ce qu'elle lui demande, comme imiter un arbre, un vent violent, et un chien démoniaque. Ainsi, les trois passent une bonne partie de la journée à jouer et courir autour de l'école. Après 2 heures sans s'arrêter, Asmodée et son ami s'effondrent sans souffle sur l'herbe. Voyant cela, Clara sort une bouteille d'eau et une collation de sa poche pour ses nouveaux amis. Lorsqu'on lui demande comment elle fait, elle explique que c'est un pouvoir spécial de sa famille, elle peut sortir n'importe quel objet qu'elle a déjà vu au moins une fois de ses poches. Hiruma remarque que d'autres élèves profitent de l'innocence de Clara, lui demandant souvent de leur donner des boissons et de la nourriture. Le lendemain matin, Hiruma est réveillé par son réveil infernal et se rend immédiatement à l'école. En se promenant dans les couloirs, il entend des élèves dire que le seul intérêt d'Hiruma pour Clara est son pouvoir, ce qui déçoit profondément la jeune fille. Elle va alors voir Hiruma dans la cour et lui propose de jouer encore une fois. Mais Hiruma refuse cette fois, ce qui pousse Clara à insister. Elle finit par pleurer, disant qu'il est comme tous les autres, seulement intéressé par sa capacité. Hiruma nie et lui dit qu'il n'a pas besoin qu'elle lui donne de la nourriture ou des boissons, il aime passer du temps avec elle simplement pour ce qu'elle est. Touchée par ces mots, Clara est émue et sourit de joie. Le groupe d'élèves profiteurs arrive et demande, comme d'habitude, de nouvelles boissons. Cette fois, Clara fait apparaître une machine à boissons gazeuses juste au-dessus d'eux,
leur disant de payer avec leur propre argent, leur donnant ainsi une leçon. Le jour suivant, Asmodée et Clara viennent chercher Hiruma personnellement à sa porte. Bien que surpris par cette amitié, il se demande s'il peut vraiment avoir des amis démons. Une fois à l'école, ils vont à la cantine où Hiruma découvre que les repas sont gratuits, mais la qualité dépend du rang de chacun. N'ayant pas encore de classement, il se retrouve avec les options les plus simples. Asmodée, voyant que son ami ne sait pas quoi choisir, décide de préparer les plats et lui demande de l'attendre à la table. Le protagoniste est heureux de cette attention, car il ressent pour la première fois qu'il se fait de véritables amis. En arrivant à table, Asmodée lui apporte quelques plats pour qu'il les goûte. Ils sont alors surpris de voir plus de 50 types de plats différents déposés sur leur table. Il s'agissait d'une blague de la part des autres élèves envers le nouveau, mais le garçon en profite et mange tout en quelques secondes. Par la suite, il remercie le chef cuisinier qui, épuisé d'avoir préparé tant de nourriture, finit par s'évanouir. Pendant ce temps, Clara crée du remue-ménage à un autre stand de nourriture en observant chaque aliment et en le reproduisant depuis ses poches, ce qui cause des pertes pour le propriétaire, qui finit par la chasser. Avec toute cette agitation, le professeur Kalego se rend au réfectoire pour identifier le responsable de ce désordre. En arrivant, il découvre Clara, qu'il considère comme insupportable et imprévisible. Cependant, Clara apprend que le professeur est en fait le familier de son ami Hiruma, alors elle lui demande de placer un seau sur sa main. En suivant ses instructions, Hiruma invoque son professeur sous la forme de son familier, ce qui impressionne tout le monde autour. Le propriétaire du stand remarque le seau qu'Hiruma n'a pas payé, et il les expulse en brandissant un bâton de bambou. Assis sur l'herbe du campus, le trio discute de la possibilité d'être dans la même classe pour l'année scolaire. Asmodée promet qu'ils découvriront le nom des élèves de chaque classe le lendemain. Gêné, le protagoniste demande aux deux étudiants s'ils peuvent devenir ses amis. Ils semblent d'abord perplexes, car les démons ne connaissent pas vraiment le concept d'amitié. Hiruma leur explique qu'un ami est quelqu'un avec qui on joue, mange, et passe du temps. En entendant cela, Asmodée et Clara acceptent son amitié et commencent à se chamailler pour savoir qui sera l'ami numéro 1. L'administration du collège finit de composer la liste des classes, et Hiruma découvre qu'il est placé avec ses deux nouveaux amis dans la classe des inadaptés, faite pour les élèves à problème. Le matin, alors qu'il était en train de manger, Hiruma reçoit un message de son grand-père lui annonçant qu'il l'a mis dans la classe des élèves les plus perturbateurs et turbulents de l'école. Selon lui, en causant plus de problèmes et en attirant plus l'attention que son petit-fils, le garçon pourra mener une vie normale d'étudiant au lycée. Le garçon accepte ça comme d'habitude et part pour l'école avec ses deux amis, Clara et Asmodée, qui découvrent également qu'ils ont été mis dans la classe des anormales. Le prodige dit que ça ne l'importe pas, après tout ce qu'il souhaitait, c'était être dans la même classe que son nouvel ami. La sonnerie de l'école retentit, et les élèves commencent à vérifier leur nom sur la liste, un moment de joie pour certains, de tristesse pour d'autres. Clara savait déjà qu'elle était dans la même classe, mais elle a quand même décidé de célébrer, attirant encore plus l'attention sur le trio. Les nouveaux camarades commencent à se promener dans les couloirs à la recherche de la salle des délinquants. Le protagoniste est émerveillé par tous les aspects de cet endroit qui lui rappelle une école du monde humain, bien qu'il n'y ait jamais étudié. À ce moment-là, un certain sortilège se déclenche. Clara commence à le poursuivre rapidement. Asmodée dit que ce signal est probablement un indicateur qui mène l'élève d'honneur jusqu'à sa classe. Le groupe décide donc de suivre l'étrange signal et après un certain temps, se demande s'ils ne sont pas en réalité en train d'être emmenés hors de l'école. Ils se retrouvent face à une entrée souterraine et suivent le chemin indiqué, traversant un parcours rempli de déchets et d'une odeur insupportable. Enfin, ils arrivent devant une porte vieille et abandonnée. Hiruma décide de l'ouvrir prudemment, mais il est interrompu par Clara qui, emportée par sa joie insensée, pousse le garçon, ouvrant la porte d'un coup. À cet instant, un mécanisme se déclenche, tirant de nombreuses armes en direction du garçon. Il les esquive de façon incroyable grâce à sa parfaite maîtrise du mouvement. Lorsqu'il se remet du choc, il remarque que tous ses camarades de classe sont impressionnés. Selon eux, c'était une épreuve pour les nouveaux arrivants, affirmant que personne n'avait jamais survécu à cette dangereuse piège. Un des étudiants de la classe dit que quelqu'un a été perforé par les épées, attirant l'attention de tous. Un nouvel élève entre alors par la porte, un gros dur envoyé dans la classe des anormaux pour avoir combattu un professeur. Il déclare qu'il n'est pas un lâche qui évite les lames, car il doit devenir le plus fort possible pour devenir le roi des démons. À ce moment-là, on apprend que ce titre n'est occupé par personne dans le monde inférieur. Celui qui sera choisi pour ce rôle doit être la créature la plus forte, la plus crainte par les autres. L'élève explique aussi que les démons sont classés en 10 niveaux et seuls ceux qui sont en haut de la liste, appelés Yod, peuvent briguer le poste de roi. Il raconte qu'il a battu son professeur lors d'un duel, car c'est la méthode la plus rapide pour monter dans le classement, puis menace Hiruma, lui disant que si l'élève d'honneur gêne son ascension, il devra en subir de graves conséquences. Asmodée interrompt la conversation et prévient le dur que son ami ne peut pas être menacé. Voyant qu'Asmodée est à la botte d'Hiruma, Sabro dit qu'il ne peut plus le compter parmi ses rivaux. Furieux,
Il répond qu'il n'est pas son serviteur mais son ami. Tout le monde dans la classe, y compris les démons, se demande ce que signifiait ce mot. Alors que le protagoniste commence à se lasser de la situation, le professeur entre dans la salle. Il est le maître de la classe et, pour son malheur, il doit encore faire face à Hiruma. Irrité d'être responsable des délinquants, il commence rapidement à faire l'appel et ordonne aux étudiants de se rendre à l'extérieur de la salle, car ils passeront un nouveau test qui déterminera le classement de chacun. Il explique que le classement serait déterminé après avoir passé un nouveau test, qui consisterait en une course jusqu'à la fin d'un vallon couvert de brouillard. L'objectif est d'atteindre le drapeau rouge situé à la fin du parcours. Kalego réalise un rituel d'invocation. Le panneau d'invocation réapparaît et explique aux élèves qu'il y a 2 chemins pour réussir l'épreuve. Le premier passe par la vallée de la mélodie de l'oiseau, qui est le plus long mais aussi le plus tranquille. Le second est la vallée des décapitations, remplie de dangers et de créatures démoniaques, mais c'est le chemin le plus court pour atteindre l'objectif. Kalego est furieux, détruit de nouveau l'invocation et affirme que tout le monde doit prendre le chemin long, car il est plus sûr et doit éviter la vallée des décapitations, car dans cet endroit vit une créature qui contrôle toute la zone, un danger extrême pour quiconque envahit son territoire. Le professeur commence l'épreuve. Tous les étudiants s'envolent avec leurs ailes, sauf un qui n'a aucune idée de comment accomplir ce test. Il est entraîné vers le bas de la montagne par la vitesse de ses camarades. Le garçon est poussé pour forcer le début de l'épreuve et tombe de très haut car il ne sait pas voler. Les élèves se séparent, chacun faisant face à divers obstacles sur le chemin, comme des oiseaux démoniaques et des plantes venimeuses. Asmodée avance à grande vitesse pour être le premier à atteindre le drapeau, utilisant son invocation serpent pour l'aider à éliminer tous les ennemis. À ce moment-là, le garçon prodige découvre que Clara était sur son dos tout ce temps. La fille a profité de la vitesse et de l'habileté de son ami, ce qui rend le jeune homme furieux. En plein milieu de sa crise de colère, Asmodée voit que Sabro a choisi de passer par la vallée des décapitations pour arriver au sommet du classement plus rapidement. Le dur passe par un décor catastrophique, entouré par une violente tempête, et avec le moindre faux pas, il pourrait être emporté dans les profondeurs de cet endroit. Kalego se demande ce qu'il est devenu d'Hiruma, et on apprend que le garçon, après être tombé de la montagne, a été capturé par un groupe de vautours démoniaques qui, en ce moment même, le portent dans leur bec. L'un des vautours dépose le protagoniste dans un nid très particulier. Asmodée essaie maintenant de sauver Clara, qui est en train d'être dévorée par une plante carnivore. La fille dit que c'est un destin cruel et se dit adieu à son ami. Le garçon prodige, n'en pouvant plus de la situation, utilise son épée de feu pour trancher la créature en deux et sauver la fille une bonne fois pour toutes. Hiruma remarque alors qu'il se trouve face à un gigantesque oiseau démoniaque et pense qu'il ne s'en sortira pas vivant. La bête commence à dormir, et en bougeant, le garçon remarque que sa jambe est blessée. Il tente de montrer à l'animal qu'il veut l'aider en se faisant lui-même une coupure, puis en y appliquant quelque chose pour arrêter le saignement, affirmant qu'il veut faire de même pour l'oiseau démoniaque. La créature accepte cette aide inattendue. Cependant, alors que le protagoniste se prépare à l'aider, une goutte de son sang entre en contact avec la blessure de l'oiseau, provoquant ainsi la guérison instantanée de la créature. Le garçon reste perplexe, ne comprenant pas ce qui s'est passé, et réfléchit à ce qu'un simple humain pourrait acquérir comme pouvoir dans le monde inférieur. L'oiseau décide de lui donner un coup de pouce jusqu'à l'endroit souhaité en guise de remerciement. Ainsi, les deux quittent le nid en direction de leur objectif. À ce moment-là, nous voyons que Sabro lutte contre le redouté gardien de la vallée des décapitations, une bataille extrêmement difficile. Le garçon du refuse de perdre, poussé par son désir de devenir le roi des démons depuis qu'il est tout petit. Aucun de ses frères ou membres de la famille ne s'est intéressé au poste, c'est pourquoi il compte obtenir ce titre pour honorer sa famille. Il utilise donc une capacité spéciale développée exclusivement par son propre clan, appelée création d'armes, qui lui permet de créer des armes à partir du même matériau qu'il mord. Le garçon place un morceau de bronze entre ses dents et fait apparaître dans ses mains une énorme hache. Il attaque le monstre avec plusieurs frappes, mais son adversaire parvient à esquiver facilement, entrant dans un état de colère. Sabro mord une petite plaque d'argent qu'il porte en collier et invoque une épée puissante faite du même métal. Il fonce sur la créature, qui parvient à parer ses puissantes attaques en utilisant seulement ses griffes. En voyant que la bataille penchait complètement en sa faveur, le garçon se préparait à recevoir le coup fatal. Cependant, Hiruma se place devant lui demandant d'arrêter le combat. Ne comprenant pas ce qui se passe, son camarade de classe l'éloigne, lui demandant de ne pas interférer dans son affrontement. Le protagoniste, qui avait avec lui l'oiseau géant qui lui donnait une chevauchée, se rend compte qu'il s'agissait du fils de la créature qui hante la vallée des décapitations. Heureux de se retrouver ensemble et avec la blessure du seul successeur guéri, les deux créatures s'inclinent devant les garçons en signe de gratitude. À la fin du test, le professeur attend l'arrivée des élèves, et Asmodée est le premier à terminer la mission, déclarant que Clara était toujours sur son dos, profitant de sa vitesse tout ce temps. Le garçon prodige se demande où pouvait bien être Hiruma, imaginant que son ami était déjà arrivé. Le temps passe, et la grande majorité des étudiants terminent l'épreuve. Finalement, le protagoniste et Sabro, dans les dernières secondes,
impressionnent tout le monde en arrivant sur le gardien de la vallée, mais malgré cela, le professeur les reçoit en montrant la plaque de la dernière position, expliquant à ses camarades pourquoi ils ont été les plus lents lors de l'épreuve. Le professeur explique qu'il va annoncer le niveau de chacun à l'aide du hibou hareng, qui a observé tous les participants pendant tout le test. Il précise qu'il suffit de mettre la main dans la poche de la créature et d'en sortir une insigne, laquelle affichera le classement de chacun. Les élèves forment une file, et le premier à connaître son rang est Asmodée, qui obtient la 4e position parmi les 10 niveaux du classement démoniaque. Nous comprenons que plus le nombre est élevé, plus le démon est puissant, et évidemment, le garçon prodige surprend tout le monde avec son rang. Les étudiants reçoivent leurs résultats, et la plupart se retrouvent dans les dernières positions, avec les classements 1 ou 2, à l'exception de Clara, qui, étant la deuxième à avoir terminé l'épreuve, se classe en 3e position, ce qui agace son amie, sachant qu'elle a réalisé tout le parcours sur son dos. Hiruma est appelé pour connaître son classement et met la main dans la poche du hibou, mais il est effrayé et s'envole rapidement très loin du lieu. Le garçon est confus, n'ayant pas pu savoir à quelle position il était, mais ses camarades sont stupéfaits en voyant qu'il tenait un anneau en or. En voyant cela, Sabro se souvient de son enfance, où son père lui racontait la prophétie du roi démon, un être puissant d'un autre monde, qui porterait un anneau en or à la main droite. Une créature obscure sort de l'anneau, effrayant Hiruma. À ce moment-là, cette entité inconnue pousse un cri extrêmement puissant, mettant tous les démons proches dans un état de coma, à l'exception du protagoniste, qui ne souffre pas du tout de cette attaque sonore. Clara a alors l'idée brillante de chanter une berceuse à l'ombre démoniaque, et contre toute attente, cela fonctionne, apaisant la créature et cessant le cri assourdissant. Le professeur, qui avait l'intention d'intervenir, est menacé par la créature obscure, qui lui montre que si quelqu'un intervient, il se fera couper le bras. Les amis du garçon s'approchent pour aider, mais voient leur énergie drainée par l'entité maléfique. Alors que la situation devient de plus en plus complexe, le directeur de l'école arrive et informe Hiruma que cet anneau est un anneau glouton, qui se nourrit du pouvoir de son porteur. La créature criait ainsi car cela faisait un long moment qu'elle n'avait pas été nourrie. Le directeur explique qu'en gardant le monstre nourri, le garçon n'aura aucun problème avec lui. Son grand-père lui donne une partie de son énergie pour que le démon retourne dans l'anneau. Ainsi, la première journée d'école se termine, avec tous les élèves classés. Hiruma finit à la position la plus basse, n'ayant pas obtenu son insigne avec le hibou. Mais au final, le garçon est heureux du résultat, car cela lui permet de ne pas attirer l'attention de qui que ce soit. Le lendemain, il poursuit sa vie d'étudiant normalement, sans attirer les regards des autres élèves. Entre-temps, son grand-père ne lui facilite pas la vie en le déposant devant les portes du collège dans sa nouvelle carrosse. En suivant les ordres de son maître, Opéra déroule un tapis rouge et annonce l'arrivée du futur directeur. Le garçon se sent gêné par toute cette mise en scène et, immédiatement, baisse la tête pour se diriger vers sa nouvelle classe. Ce jour-là, après avoir fait l'appel, le professeur Kalego informe les élèves qu'ils auront de nouvelles leçons avec d'autres tuteurs et qu'ils doivent éviter de faire des idioties pour le reste de la journée. Ainsi, Hiruma et ses amis passent la journée entière à apprendre sur divers domaines de l'éducation démoniaque. À ce moment-là, la classe se trouve dans la Tour des Fleurs, un lieu où ils vont apprendre la démonologie avec la professeure Stola. Cette nouvelle tutrice explique que l'activité du jour consiste à faire fleurir une plante en utilisant la magie pour accélérer le processus. Elle précise qu'après avoir lancé le sort, la petite graine prendra la forme souhaitée par l'utilisateur, générant ainsi divers types de plantes. Hiruma sait qu'il ne pourra pas accomplir cette tâche, car il ne peut pas utiliser la magie, étant simplement humain. Peu après, il remarque la présence d'élèves vétérans et même du conseil étudiant à cet endroit. Sentant la pression, Sabro se rappelle que son objectif est de devenir roi. Mais alors que quelqu'un jure en lançant le sort, cela fait apparaître une plante dévoreuse qui engloutit tout ce qui l'entoure. Le jeune garçon reçoit la note de B de sa professeure et se sent déçu de lui-même. Quant à Asmodée, il lance sa magie sur sa graine, créant une plante flamboyante capable de supporter l'intensité de ses propres flammes. Stola trouve cela intéressant et attribue la note de A au jeune garçon, ce qui provoque une petite dispute entre le prodige et l'élève bagarreur. Ainsi, tous les élèves de la classe finissent par conjurer leurs propres plantes. Certaines sont originales, d'autres très étranges, et d'autres encore totalement bizarres, comme le cas de Clara, dont la graine produit une plante totalement inconnue, appartenant à son petit arbre. Hiruma, voyant que tous ses camarades réussissent à invoquer quelque chose, tente à son tour de lancer le sort sur sa graine. En récitant les mots magiques, une lumière émerge de son anneau. La magie opère alors, émettant une lueur bleue qui illumine toute la tour des plantes. Son grand-père ne s'en inquiète pas. En fait, l'anneau de gloutonnerie qu'il lui avait offert le matin même a été imprégné de son propre pouvoir. Cela permet à quiconque portant l'anneau d'utiliser des sorts. À cet instant, un gigantesque cerisier japonais prend racine et s'étend à travers une grande partie de l'institution. Quelques secondes plus tard, un élève se précipite dans le bureau de la présidente du conseil étudiant pour l'informer de cet événement. Elle réfléchit alors, se rappelant que cet arbre ne pousse que dans le monde des humains.
Dans ses mains, elle tient un carnet contenant des notes sur la possibilité que certains élèves soient réellement humains. Plus tard dans la journée, on découvre qu'il existe un groupe d'élèves froids et calculateurs qui parcourt l'école, traquant les élèves turbulents et désajustés pour leur donner une leçon. Ce groupe d'élite est connu sous le nom de Conseil étudiant, dirigé par sa présidente, qui est aussi leur leader. Cependant, elle continue de douter de l'existence des humains, car seuls les démons de rang élevé ont accès à cette information. Elle entre dans une salle secrète, ouvrant un passage dissimulé menant à des manuscrits anciens de sa famille qui confirment l'existence des humains. En ouvrant un livre, elle découvre une histoire romantique entre deux étudiants. Ce n'était pas un simple manga. Elle est fascinée par cette histoire, mais en même temps confuse, car elle ne comprend pas tout ce qui est écrit. Sentant la présence de quelqu'un qui s'approche, elle range rapidement le livre et quitte les lieux sans se faire remarquer. Dans les environs de l'école, Hiruma propose son aide pour nettoyer les nombreuses pétales tombés de l'arbre qu'il a invoqué. Les travailleurs lui demandent alors d'emmener tous les nombreux sacs de déchets à l'extérieur. Fidèle à sa nature de ne jamais refuser une demande, il accepte. Asmodée, son ami, s'approche pour l'aider et, afin de lui épargner du travail, il brûle tous les déchets sur place. Mais en déplaçant les sacs, Clara trébuche sur une pierre, renversant les résidus sur ses camarades. Le protagoniste, réalisant qu'il se fait tard, suggère qu'il devrait rentrer. Toutefois, il décide de rester pour nettoyer tout le désordre. Plus tard, alors qu'il parcourt les couloirs de l'école, Hiruma croise la présidente du conseil étudiant. La jeune fille, embarrassée, se rend compte que cette même scène est identique à une situation décrite dans le manga qu'elle a lu. Elle imagine rapidement que le garçon est en train d'essayer de la séduire pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Avec cette action d'Hiruma, elle conclut qu'il ne fait aucun doute que le garçon est un humain. Hiruma se retrouve dans une situation compliquée sous le regard perçant de Amélie, la présidente du conseil étudiant. Le garçon, confus et maladroit, ne sait pas quoi dire, car il n'avait pas l'intention de provoquer cet incident. Fidèle à lui-même, il s'excuse à plusieurs reprises. Amélie, de son côté, reste silencieuse, mais dans sa tête, un torrent d'idées et d'hypothèses se bouscule. Elle commence à douter que le nouvel élève soit un humain, mais elle ne veut pas causer de problème à l'école, surtout que son père est le chef inspecteur de la police des démons. Sachant cela, elle hésite à agir. Pendant ce temps, Hiruma, désespéré de sortir de cette situation, s'incline pour s'excuser. Dans cette confusion, leurs mains se croisent, répétant accidentellement le même mouvement. À ce moment-là, le manga secret qu'Amélie cachait tombe au sol. Elle essaie de le ramasser, mais Hiruma est plus rapide. En ouvrant ce petit livre et en lisant quelques pages, il est submergé par la nostalgie. Il s'agit de Mémoire du premier amour, un manga qu'il avait lui-même contribué à créer lorsqu'il travaillait comme assistant dans une maison d'édition. Hiruma se souvient de l'histoire romantique entre deux lycéens. Amélie remarque alors qu'il peut lire cette langue étrangère qui n'est pas écrite en caractère démoniaque. Réalisant cela, elle devient euphorique et l'entraîne de force dans sa salle personnelle. Hiruma panique, imaginant qu'il a été découvert et que quelque chose de terrible pourrait arriver. Mais en arrivant, il se rend compte que la situation est bien différente. Amélie s'installe confortablement dans un fauteuil et lui demande de lire à voix haute. Hiruma hésite, sachant que cela pourrait révéler qu'il est un humain. Cependant, incapable de refuser quoi que ce soit, il commence à lire le manga du début à la fin. Les deux passent la journée captivés par cette histoire unique. Amélie est émue par certains chapitres, tandis qu'Hiruma explique les concepts qu'elle ne comprend pas. À mesure que le temps passe, Hiruma réalise qu'il fait déjà nuit. En vérifiant son téléphone démoniaque, il remarque que son grand-père lui a envoyé plusieurs messages à cause de son retard. Amélie prend le téléphone d'Hiruma et enregistre son numéro dans ses contacts, pour qu'il puisse la reconnaître et venir immédiatement la voir. Le garçon court ensuite chez lui et réfléchit en chemin au bon moment qu'il a passé avec elle. De son côté, Amélie est désormais convaincue qu'Hiruma est un humain, mais elle veut plus de preuves avant de confirmer sa théorie. Elle décide de lire tous les volumes du manga Mémoire du premier amour pour s'en assurer. De retour dans sa chambre, Hiruma reçoit un message d'Asmodée l'informant que le conseil étudiant le recherche pour discuter de l'incident de l'arbre géant. De plus, la présidente du conseil étudiant veut lui parler, sans qu'il sache encore qu'il s'agit d'Amélie elle-même. Le lendemain, alors qu'il se prépare pour l'école, Hiruma a une brève conversation avec Opéra, son majordome. Celui-ci lui demande s'il souhaite retourner dans le monde humain. Opéra explique que s'il atteint un rang élevé, il pourrait retrouver sa vie d'avant. À ce moment-là, le protagoniste réfléchit à sa vie passée, où ses parents ne se souciaient absolument pas de lui. Dans ce nouveau monde, en revanche, il a un grand-père qui répond à tous ses besoins. S'il retournait sur Terre, il risquerait probablement de mourir de faim et de vivre dans la rue. Mais dans le monde souterrain, il a une grande maison, toute la nourriture qu'il peut manger, et, pour la première fois de sa vie, de véritables amis. En y réfléchissant, Hiruma se rend compte qu'il n'a aucun avantage à revenir à sa vie précédente. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, il croise Clara et Asmodée en chemin pour l'école. Le trio se dirige ensemble vers la cantine après que la sonnerie retentit. Dans la classe, Sabro, un de ses camarades,
commence à le perturber simplement par sa présence. Pendant ce temps, Hiruma reste pensif, repensant aux réflexions qu'il avait eues plus tôt ce matin. La présidente du conseil étudiant lui envoie un message, lui demandant de la retrouver. Il décide d'aller au lieu indiqué, laissant ses amis derrière lui. Asmodée trouve le comportement d'Hiruma suspect. Il remarque qu'Hiruma s'éclipse souvent pour aller seul dans des endroits inconnus. Clara, de son côté, est contrariée, car cela fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble. Sabro propose de suivre Hiruma pour découvrir ce qu'il fait. Clara trouve l'idée excellente, et les deux commencent à enquêter sur les déplacements d'Hiruma. Cependant, leurs recherches ne mènent à rien. Partout où ils passent, Clara attire l'attention avec ses comportements excentriques, tandis qu'Asmodée, considéré comme un génie, est également très remarqué. Pour se fondre dans la masse, Asmodée a une idée brillante, ils vont acheter des lunettes anti-détection dans la boutique Comcom. Ces lunettes rendent presque invisibles ceux qui les portent. En arpentant les couloirs de l'école, ils finissent par retrouver Hiruma, qui discute avec la présidente du conseil étudiant. Asmodée imagine immédiatement que cela fait partie d'un plan machiavélique de contrôle total, convaincu que le conseil de l'établissement, qui a une grande autorité, est la cible de leur ami. Il s'émerveille de la stratégie supposée d'Hiruma, pensant qu'il vise à détruire le conseil étudiant. Dans la salle de la présidente, Hiruma commence à lire un nouveau volume du manga pour Amélie. Elle écoute attentivement la narration, mais lorsqu'il arrive à une partie évoquant des rêves, elle interprète cela comme une référence aux ambitions. Elle en profite pour lui demander quelles sont ses ambitions. Hiruma répond qu'il souhaite voir toutes les personnes autour de lui heureuses. Mais Amélie ne croit pas à cette réponse et insiste pour connaître ses véritables ambitions. Pendant ce temps, Clara et Asmodée espionnent discrètement la conversation depuis l'extérieur de la salle. Hiruma est confus, car il n'a jamais vraiment réfléchi à ce qu'il désirait réaliser dans la vie. Il s'est toujours contenté de répondre aux demandes des autres sans jamais penser à ses propres objectifs. Réalisant cela, Amélie l'encourage à grimper dans les rangs de l'école, estimant que c'est un objectif qu'il peut accomplir par lui-même. Hiruma hésite à accepter, craignant que monter en grade n'attire davantage l'attention sur lui, ce qu'il veut à tout prix éviter. Pendant que cette conversation a lieu, Clara devient de plus en plus impatiente. Elle veut jouer avec son amie et ressent une certaine jalousie envers la nouvelle relation entre Hiruma et Amélie. Asmodée dit à Clara qu'elle ne devrait pas entrer dans la salle, car cela gâcherait tout, bien qu'intérieurement il soit extrêmement curieux de savoir de quoi il est question. Cependant, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la situation, ce qui mène à un affrontement dans les couloirs de l'école. Clara, déterminée et désordonnée, court vers la porte et saute pour réaliser un coup de pied volant afin d'entrer dans la salle. Asmodée, se plaçant devant elle, bloque son coup et déclare qu'il ne la laissera pas passer. Clara, utilisant ses techniques d'acrobatie, roule sur Asmodée mais ce dernier le repousse. Elle recharge en lançant un distributeur automatique sur Asmodée, mais il l'intercepte. Elle va même jusqu'à invoquer une tronçonneuse pour forcer l'entrée. De son côté, Asmodée parvient à contrer toutes les tentatives d'invasion de son ami. Quelques secondes plus tard, Clara détruit carrément le mur de la salle à l'aide d'une incroyable machine de démolition. Finalement, elle réussit à ramener Hiruma de son côté. À ce moment, Amélie prend congé d'Hiruma, lui disant qu'ils auront encore l'occasion de discuter à plusieurs reprises. Le lendemain, Clara, la meilleure amie d'Hiruma, se demande pourquoi il l'a remplacée par la Rouge, un surnom qu'elle a donné à Amélie à cause de ses longs cheveux rouges. Sabro lui explique qu'en suivant les règles du livre des démons, si quelque chose vous est pris, vous devez le reprendre. Il lui affirme que la seule solution est de conquérir Hiruma sur le plan romantique pour qu'il reste toujours à ses côtés. Entendant cela, Clara est sous le choc, mais décide de mettre ce plan en pratique rapidement. Durant les cours, les élèves doivent choisir une catégorie d'apprentissage pour se spécialiser. Les options incluent étudier en classe sous la supervision d'un professeur ou s'entraîner sur le terrain à l'aide de magie tout en affrontant des défis pour progresser. Sans hésiter, Hiruma choisit l'option la plus sûre, étudier sous les conseils d'un tuteur. Asmodée, voyant le choix de son ami, opte pour la même voie. Clara, cependant, choisit d'assister à un cours sur les relations romantiques avec des incubes, exclusivement réservés aux filles. En voyant cela, Asmodée en conclut que Clara ne sait pas lire et a sélectionné cette option par erreur. Clara, toutefois, le confronte en déclarant qu'elle a délibérément choisi ce cours, car elle veut apprendre à conquérir quelqu'un. Dans sa nouvelle classe, Clara a pour tutrice une professeure experte en art romantique, une véritable succube. La professeure explique que l'art de conquérir son bien-aimé doit être entraîné et perfectionné par toutes les filles. Ce n'est qu'ainsi qu'elles pourront faire en sorte que leur cible tombe rapidement amoureuse. Avant de commencer son enseignement, elle utilise sa capacité spéciale, le scope romantique, qui permet de mesurer le niveau d'attractivité de toutes ses nouvelles élèves. Certaines affichent naturellement un pourcentage élevé, tandis que d'autres sont dans la moyenne. Mais la professeure rassure ses élèves, le score le plus bas jamais enregistré est de 21%. Avec une formation ciblée, elles pourront augmenter leurs résultats. Cependant, lorsqu'elle utilise sa technique sur Clara, la surprise est totale, Clara n'a que 2% d'attractivité,
un score si bas que même les bébés ont généralement 3%. La professeure s'interroge sur l'innocence de Clara et lui assigne immédiatement une tâche, lire plusieurs livres sur les techniques de séduction comme premier exercice. Clara suit les conseils de sa tutrice et passe le reste de la journée plongée dans des livres sur la séduction. Elle apprend des notions sur la posture, le contact, les parfums et le maquillage. Mais, fidèle à son style excentrique, elle modifie tous ses enseignements et pousse chaque idée à l'extrême, échouant lamentablement dans toutes ses tentatives de séduction. À la fin de la journée, Clara rentre chez elle avec une mine triste et abattue, une expression inhabituelle pour elle, même dans les pires situations. Sa mère, remarquant cela, lui donne un baiser sur la joue, ce qui rend instantanément à Clara son énergie et sa joie habituelle. Cette nuit-là, Clara réfléchit au pouvoir d'un baiser dans une conquête romantique et décide qu'en utilisant cette stratégie, elle pourrait enfin gagner le cœur d'Iruma. Le lendemain, Clara aperçoit Iruma dans les couloirs de l'école et décide de mettre en pratique tout ce qu'elle a appris en utilisant sa technique spéciale du baiser. Alors qu'elle se précipite vers lui, Iruma, grâce à son incroyable agilité, esquive tout danger potentiel et évite l'assaut amoureux de Clara. Malheureusement, Clara, lancée à pleine vitesse, percute le professeur Kalego, qui se promenait nonchalamment dans le couloir. Touché de plein fouet, Kalego s'énerve et envoie immédiatement Clara dans le bureau de sa nouvelle professeure. Une fois sur place, la professeure observe les actions de Clara et conclut qu'elle est un désastre dans l'art du romantisme. Elle lui confie alors un secret, une arme ultime pour conquérir n'importe qui, et il s'agit d'un parfum aux phéromones. Avec ce parfum, toute personne succomberait à son charme. Cependant, à la grande surprise de sa tutrice, Clara refuse cette solution et quitte la salle. Plus tard, elle se retrouve, pensive, sur le terrain de l'école, réfléchissant à tout ce qui s'est passé. Elle en arrive à la conclusion que si elle ne fait rien, Amélie prendra définitivement son amie. À ce moment-là, Iruma la trouve et lui dit qu'il est dangereux pour une fille de traîner seule dans les environs. Clara est émue par la prévenance d'Iruma et réalise qu'il la voit comme une véritable fille. Elle lui annonce alors qu'un jour, il tombera amoureux d'elle, quoi qu'il en coûte. Iruma, troublé, sent son cœur battre plus fort. Ensemble, ils vont retrouver Asmodée. La professeure, qui observait discrètement la scène, remarque que le niveau d'attractivité romantique de Clara est passé à 10%. Cette nuit-là, Iruma passe son temps à réfléchir aux décisions qu'il devra prendre et au choix de son objectif principal. Le lendemain, alors qu'ils sont au réfectoire, le protagoniste confie à ses amis son objectif actuel, gravir les échelons du classement coûte que coûte. Il demande leur aide pour y parvenir. Asmodée, impressionné par cette détermination, réfléchit aux exploits incroyables déjà accomplis par Iruma dans l'institution. C'est un honneur pour lui de recevoir cette requête, et il affirme qu'il acceptera avec joie de l'aider à progresser. Iruma tempère les attentes en expliquant qu'il veut simplement passer du niveau 1 au niveau 2 pour le moment. Malgré cela, Asmodée proclame à tout le réfectoire qu'un jour, Iruma atteindra le sommet du classement démoniaque. Ce même jour, le trio se rend dans le gymnase souterrain de l'institution. Asmodée explique à Iruma qu'il existe plusieurs façons de monter dans le classement scolaire. La première consiste à obtenir de bonnes notes lors des examens périodiques de promotion, qui se déroulent en classe. Il ajoute que le prochain test aura lieu dans une semaine et sera organisé sous une forme très particulière, un match utilisant le canon d'exécution, une arme conçue pour les combats entre démons. Lors de ces épreuves, les participants manipulent d'étranges créatures. Une fois qu'elles mordent leur cible, elles ne la lâchent qu'après destruction totale. Le dernier survivant est déclaré vainqueur. Cette idée terrifie Iruma, mais Asmodée le rassure en expliquant que, en raison du nombre élevé de décès causés par ces armes, elles ont été remplacées par des balles. Et, au lieu d'un champ de bataille, les matchs auront lieu dans un gymnase, transformant l'épreuve en un jeu de balles aux prisonniers infernales. Asmodée demande alors à Clara d'invoquer des poupées vaudou pour servir de partenaire d'entraînement. Ainsi, le trio d'amis passe un bon moment à s'entraîner en vue du grand test. Iruma commence à se sentir plus confiant, persuadé que ce n'est qu'un simple sport collectif du monde humain. Cependant, cette sérénité s'effondre lorsqu'il reçoit un lancer puissant d'une des balles. Il réalise que ses camarades veulent également s'entraîner, tout comme le reste de la classe présente dans le gymnase. Chacun est motivé à pratiquer pour l'examen qui approche. Mais cette épreuve n'aura rien d'ordinaire, les démons utilisent leur technique magique pour lancer ou bloquer les balles, transformant ce qui semble être un simple jeu en une compétition redoutable. Asmodée conseille à Iruma de trouver un entraîneur expérimenté pour l'aider. Sur ses conseils, Iruma décide de demander l'aide de son grand-père, le directeur de l'école. Pendant ce temps, le professeur Kalego, furieux, se demande où sont passés tous les élèves, puisque personne n'est venu assister à ses cours. Plus tard, Iruma se retrouve à la maison avec son grand-père, prêt à commencer son entraînement. Le directeur comprend l'inquiétude de son petit-fils concernant les techniques magiques que les autres élèves utiliseront pendant l'examen. Cependant, il le rassure en lui disant que tout se passera bien s'il suit attentivement ses instructions. Le directeur donne un conseil crucial à Iruma, prononcer le mot libéré juste avant de lancer la balle. Intrigué, Iruma suit les instructions.
À sa grande surprise, au moment où il dit ce mot et effectue son lancer, le pouvoir de l'anneau qu'il porte s'active. Il convoque un puissant dragon entouré d'éclairs, qui se fusionne avec la balle et détruit un énorme rocher sur place. Hiruma est effrayé par la puissance de l'anneau et déclare qu'il ne veut blesser personne pendant le test. Il explique à son grand-père que l'utilisation de cet objet serait beaucoup trop dangereuse. Le directeur lui offre alors un artefact magique à placer sur sa main. Il lui assure que, grâce à cela, il pourra attraper n'importe quelle balle lancée contre lui. Hiruma le remercie chaleureusement, mais son grand-père précise que, s'il veut vraiment s'entraîner sans recourir à la magie, il devra chercher un autre professeur. Et ce dernier a déjà une idée précise de la personne idéale pour ce rôle. Opera arrive alors pour commencer l'entraînement avec Hiruma. Il lui explique qu'il devra apprendre à faire plus que simplement esquiver les balles s'il veut monter en rang. Ainsi, les deux passent toute la journée dans une intense session d'entraînement. Le lendemain, les pratiques continuent. Opera dit à Hiruma de ne plus esquiver les balles car il les arrêtera à chaque fois qu'elles sont sur le point de le toucher au visage. Toutefois, son corps réagit instinctivement en les esquivant. Voyant cela, Opera intensifie les séances d'entraînement en ajoutant des exercices de force et de résistance. Après plusieurs jours, Hiruma est épuisé, allongé dans son lit. Dans le couloir, son grand-père demande à Opera comment se déroule l'entraînement de son petit-fils. Opera répond que, pour l'instant, Hiruma n'a pas réussi à attraper une seule balle. Cependant, il ajoute que le garçon semble s'amuser énormément malgré tout. Lors du dernier jour d'entraînement, Hiruma met en pratique tout ce qu'il a appris. Il redouble d'efforts pour accomplir son objectif. Opera commence à lancer les balles, mais le corps d'Hiruma continue de les esquiver instinctivement. Cette fois, Hiruma se concentre intensément et mobilise toute sa force. Finalement, il parvient à attraper un lancer avec succès. Ses amis, Asmodée et Clara, explosent de joie en célébrant cette incroyable victoire. À la fin de la journée, totalement exténué, Hiruma se repose aux côtés de ses amis. Opera informe alors le directeur que son petit-fils est enfin prêt à participer à l'épreuve du canon d'exécution.